après le cours, dans le café où se trouve actuellement la librairie, n'est-ce pas? Vous savez, une librairie après vraiment. Ça, c'est ça que je veux pas. On y va? Ok. Bon, vous ne voulez pas dire un mot des cours, de l'atmosphère des cours de Kojève, au moins, dans votre souvenir? Du souvenir que vous en avez? Oui, Ça se passait où? ça se passait à l'école de hautes études, n'est-ce pas? C'est-à-dire à la Sorbonne, c'était ça. Ça, oui, mais enfin, réunissait beaucoup de noms qui sont devenus connus après, n'est-ce pas? Je n'ai pas préparé ça, je ne peux pas vous dire. D'accord. Je n'ai pas beaucoup fouillé mes souvenirs sur Cogette, sauf cet éclat, n'est-ce pas, d'une dialectique extrêmement puissante, et une don de rapprocher les choses. Et il faisait cours sur Hegel ou sur Marx? Sur Hegel, jamais sur Marx, sur Hegel, sur la phénoménologie de l'esprit. Il avait trouvé tout. Il était stalinien, finalement. Pas stalinien. Il comprenait la puissance de Staline. Très, très ambigu, cela. Certainement. Il n'était certainement pas un bourreau stalinien, n'est-ce pas? Sachant pas tout ça, mais ce pouvoir extrême de Staline était certainement un peu derrière son interprétation de la phénoménologie de l'esprit. Vous n'avez jamais été tenté par le marxisme vous-même? Non. Écoutez, Est-ce que vous l'avez rencontré? Je vais vous dire, n'est-ce pas? Vous savez, j'ai vécu la révolution russe, n'est-ce pas? Et j'ai vécu comme enfant, n'est-ce pas? Comme l'âge que j'avais, 12-13 ans, n'est-ce pas? Et par conséquent, c'est resté extrêmement puissant, malgré toute l'horreur de ma famille, n'est-ce pas? Pour ce qui se passait. Et j'avais pensé que j'avais moi mes idées là-dessus et que c'est ça le. Et puis après, jamais ça n'a eu de suite. J'ai quitté la Russie à cette époque-là, n'est-ce pas, en 1920, n'est-ce pas? Donc j'ai vu trois années de. Et pour moi, si vous voulez, les désordres intérieurs dans cette Russie où en Ukraine où j'étais, où le gouvernement a changé, et tous les problèmes aussi qui se posaient pour la minorité juive au milieu de tout cela, prenaient la première place par rapport, si vous voulez, j'entrais un peu dans les ennuis de la famille. Et puis alors ensuite, 1920, et 3 ans après, j'étais en France. Et là, au contraire, ça ne m'a pas du tout paru actuel. Mais j'avais le sentiment qu'en quittant la Russie, ça je ne sais pas si je l'ai écrit quelque part, en quittant la Russie en 1920, j'avais l'impression que je quitte l'endroit où l'histoire s'accomplit. Vous comprenez? C'est un sentiment d'enfant encore, mais enfin, vers des choses confortables, vers des choses quotidiennes, vers une vie qui a un peu de charme, n'est-ce pas, mais au jour le jour, n'est-ce pas, mais que finalement, et que l'histoire passait là-bas. Voilà. Et alors, pendant mes études en France, c'était l'enivrement par la France. Ça, je ne sais pas s'il est décent, n'est-ce pas, de raconter des sentiments aussi intimes, n'est-ce pas. Je raconte toujours, n'est-ce pas, je suis venu au cours de Pradine et il a parlé du conflit entre, un cours de licence, entre l'éthique et la politique, et c'était Dreyfus qui était cité, n'est-ce pas. Mais attendez, pour rester une seconde à ces années 20, malgré ce que vous dites, ceux qui prétendent en tout cas incarner ce rêve de justice, c'est-à-dire les marxistes ou les jeunes communistes, vous ne vous sentez pas proche d'eux? Non, je sentais au contraire, c'est la, si vous voulez, c'est au contraire, c'est mes professeurs, n'est-ce pas? C'est-à-dire qui appartenaient à la bonne bourgeoisie, probablement, au point de vue social, n'est-ce pas? Mais dans cette, je vous dis ce que je vous dis est très important. L'université où j'étais était le lieu de la justice.
une appréciation d'un professeur, un oui ou un non du professeur, c'est pas du tout qu'il s'est flatté, mais on savait que ça, c'est l'absolu. Ça, c'est un souvenir de jeunesse, n'est-ce pas? Il a fallu comparer surtout avec tout le monde du, comment dirais-je, de l'à peu près, n'est-ce pas? Ou de Jovenet. Mais j'insiste quand même, si vous permettez, sur ce point. On verra si on le garde ou pas, mais je voudrais au moins vous poser la question. Dans les années 30, par exemple, il y a d'un côté des gens qui se réclament quand même de l'héritage de l'affaire Dreyfus, qui sont les intellectuels communistes, antifascistes, etc., dont on connaît aujourd'hui les égarements. Mais à l'époque, ils n'apparaissaient pas comme ça. Et alors vous êtes plutôt ami avec Blanchot, enfin avant ça, en 26, mais plus tard avec Blanchot, qui lui est plutôt maurassien. Maurassien, oui. Non, mais alors avec Blanchot, mais là, c'était là le terrain d'entente et encore le terrain de justice. C'était la littérature française, n'est-ce pas? N'est-ce pas? On ne peut pas douter de Valéry, vous comprenez? Et on ne peut pas dire quelque chose contre un page Frustien, vous comprenez? Dans ce sens-là, je parle de l'université comme Dieu et de la justice, n'est-ce pas? Comme si l'ordre intellectuel, de problèmes intellectuels, étaient les problèmes qui vous posez comme humain, n'est-ce pas, qui décidaient de votre dignité humaine. Et alors, Blanchot, on ne comprenait pas très bien son racisme, n'est-ce pas, mais c'était comme ça, il est ça en plus. Vous en parliez avec lui de ce racisme? Oui, mais c'était pas un Maurassien, comment dirais-je, qui choisissait ses amis politiquement, n'est-ce pas? Ce n'était pas du tout cela, n'est-ce pas? C'était une espèce, ça me faisait une extrême sobriété de la pensée, sans se laisser, une pensée qui ne se laisse pas influencer par une réunion, par un vote, n'est-ce pas? Vous comprenez, c'est peut-être bizarre qu'on peut avoir vécu ça sous cette forme-là, n'est-ce pas? Comme l'ordre du sobre concept, n'est-ce pas, qui détermine la décision. Vous savez qu'il a été très engagé en 68, n'est-ce pas, sur les barricades, avec sa petite santé, n'est-ce pas? Et puis alors, c'est lui aussi, il est un des premiers aussi à intervenir dans un moment pour contre les guerres coloniales, n'est-ce pas? Au moment de la guerre d'Algérie. N'est-ce pas? Alors qu'il... Mais enfin, là, c'était... Et alors, vous, en revanche, la guerre d'Algérie, par exemple, vous n'intervenez pas. Ça n'intervenait pas. Pourquoi? Écoutez, j'étais... écoutez, d'abord, ces choses-là me paraissaient secondaires par rapport au... On va dire parce qu'on n'a pas dû entendre. Ah, on recommence, oui. Ces choses-là. Oui. Je dis, ces choses me paraissaient secondaires par rapport à ce que j'ai vécu avec Hitler, avec cette sortie. Après la guerre d'Hitler, c'était un nom mûr, les événements politiques n'avaient pas de dimension, n'avaient pas de... Je me souviens que j'étais à Nanterre, c'était en 68, n'est-ce pas? Et je ne comprenais pas les mouvements étudiants. Je ne suis pas intervenu contre, n'est-ce pas? Mais ça me paraissait aussi une agitation. Vous savez, alors que Blanchot allait sur les barricades et il raconte, je ne sais pas s'il écrit aussi, ça lui paraissait d'une extrême fraîcheur. C'était pour lui un moment il vivait pleinement. Je n'ai pas eu ça. Si vous voulez,
la vie ou la mort de l'humain ne s'y décide pas. Je dirais ça. Je ne sais pas si on peut garder ça, parce qu'on peut supposer qu'uniquement je suis sensible aux choses vives. Je vous dirais entre vous, nous, n'est-ce pas? Je pense que les grandes choses se jouent toujours, se répercutent toujours, peuvent être senties toujours dans la manière dont ça touche aux Juifs. Cela dit, il y a eu la... Je dirais, je veux tout de même vous dire, n'est-ce pas, que c'est une drôle d'aventure humaine que d'être juif. C'est une aventure exceptionnelle. Exceptionnelle parce qu'exemplaire Exemplaire aussi, mais ça, pas, non, mais si vous voulez, par la profondeur du vécu, par la passion que c'est, passion au sens chrétien du terme, n'est-ce pas? Je ne dis pas que c'est confortable, que c'est bien, mais enfin c'est... Je pense ça, que dans tout homme, il y a le juif. Qu'est-ce que je veux dire? C'est l'humanité de l'homme. Même quand il est chinois. C'est l'inverse de la phrase de Kafka. Chaque fois qu'on frappe un juif, c'est l'homme en lui qu'on met à terre. Chaque fois qu'on frappe un homme, c'est le juif en lui qu'on met à terre. Oui. On pourrait presque dire ça. Je ne sais pas si c'est aussi bien balancé. Il y a un événement politique tout de même qui vous mobilise beaucoup, enfin qui vous occupe beaucoup, c'est tout de même ce que vous appelez quelque part, ou ce qu'on peut appeler la fin du socialisme, révélée à travers l'horreur stalinienne. Ça, c'est quelque chose qui vous semble de première importance. Très important, oui. Le fait que cette aventure marxiste, qui était une aventure humaine, ça, vous n'allez pas... il y a dans ces textes marxistes un sens profond de la dignité humaine, la défense de l'homme, n'est-ce pas? Et qu'elle a été, en effet, dans le stalinisme, réduite à l'absurdité. Et par conséquent, ça, et alors, le livre de Vassili Grossman, n'est-ce pas, me semble très important dans ce sens-là, n'est-ce pas? Mais il y a même, je ne sais pas si dans ce livre, il y a quelques pages positives. Positives, je veux dire, quelques pages qui disent ce qui est véritablement humain. Vous vous rappelez ça? Et ce sont les propos que tient un personnage que l'auteur n'ose pas être, n'est-ce pas, qui s'appelle Ikonikov, et qui est ce qu'on appelle un russe yurodivy, c'est-à-dire un personnage à moitié fou. Et pas à moitié fou, c'est dans les villes, il y a toujours un petit garçon qui se balade, un simple d'esprit, qui circule. Ikonikov est à peu près ça. Il a parfois tous les discours d'Ikonikov sur la petite bonté. Sur la petite bonté. N'est-ce pas? Vous connaissez ça? N'est-ce pas? Sur l'ultima humain étant simplement la bonté d'un homme pour un autre. Il y a là des pages extraordinaires. D'abord, ce discours sur la petite bonté. La petite bonté parce qu'elle ne peut pas vaincre le mal. Mais le mal ne peut pas la vaincre. Dans ce sens-là, il relève. Ce discours apparaît plusieurs fois. Et par contre, alors pour moi, ce livre était essentiel, pour aujourd'hui même. Alors ça, c'est le deuxième moment, c'est ce qui abîme, ce qui rend cette bonté impossible, ce qui conduit cette bonté à se démentir, c'est l'organisation de cette bonté. Ça c'est terrible. Et alors il y a cette phrase
que le discours de Jésus, n'est-ce pas, est bonté, mais malheureusement, il est déjà construction de l'Église. C'est-à-dire déjà tentative d'organiser, de faire un système, de faire des institutions de cette bonté. Alors, il se trouve, écoutez, je ne dis pas que... C'est à peu près le fond de ce que je dirais positivement de ma conception de l'humain. De votre conception du De l'humain, et, si vous voulez, de l'ultime... Si vous voulez, ça, c'est l'événement, cet événement de la bonté et l'ultime catégorie. Je dis ça très mal, je parle par un cuistre déjà, une catégorie. Je veux dire, c'est ça la rupture de l'être. C'est la rupture de l'être. La rupture de l'être, l'être, c'est toujours, il n'a qu'un seul souci, c'est d'être. L'être veut être. Par conséquent, il n'est pas égoïste, c'est parce qu'il y a l'être qu'il y a l'égoïsme. Ce n'est pas parce qu'il y a l'égoïsme qu'il y a l'égoïsme. Et alors, c'est pas simplement la politique, mais c'est si vous voulez, c'est des ordres physiques. Moi, je dénonce toujours l'atome est une fermeture. Les sursoit l'atome. Et même si, les physiciens m'en voudront de parler de ça, même quand vous rompez l'atome, il y a ce qui reste, c'est aussi fermé, n'est-ce pas? Ensuite, vous avez la plante qui, elle, veut s'implanter et dessèche les autres plantes. Ensuite, dans l'ordre animal, vous avez la lutte pour la vie, n'est-ce pas? Et ensuite, il y a l'humain où il y a les guerres. Et c'est dans l'humain que naît cette chose extraordinaire, la bonté, qui est encore une fois, comme nous disions au début de notre conversation, où là, c'est pas une bonté, c'est en réalité, statistiquement, il n'y a pas eu de bonté, mais dans la bonté, il y a la disposition de mourir pour l'autre. Hein? Ou en tout cas de penser qu'on est comptable de la mort de l'autre. Oui, c'est qu'on est responsable de l'autre. Mourir pour l'autre, c'est responsable de l'autre. Comptable de l'autre, responsable de l'autre. Et pour moi, ça c'est l'ultime parce qu'il y a là, dans cette responsabilité pour autrui, il y a l'autrui est unique, n'est-ce pas? L'amour qui dans cette responsabilité commence, ou qui est initialement cette responsabilité, n'est-ce pas? Il est amour sans concupiscence, vu Pascal, n'est-ce pas? Et n'est-ce pas? C'est en réalité la relation à autrui comme unique. L'homme qu'on aime est unique au monde. N'est-ce pas? Et alors, et moi, le responsable, je suis élu pour cela. Je ne peux pas dire à l'autre d'assumer mes responsabilités. Par conséquent, dans cette responsabilité de moi pour autrui, je suis dans mon élection, je suis l'unicité aussi par excellence. Et par conséquent, cette relation entre moi et l'autre n'est pas du tout une rencontre, c'est ça, l'événement même l'humain. C'est la fin. Longtemps, les intellectuels ont haï l'Europe, au fond, ou plutôt ont haï l'Europe en eux-mêmes. On considérait que l'Europe était un péché. Hein, et jusqu'à une époque récente, qui est la période du structuralisme, où on valorisait au détriment de l'Europe la pensée sauvage. C'est une attitude qui vous a inspiré beaucoup de... Oui, j'ai toujours été... Je n'ai jamais cherché... substituer à la pensée européenne la pensée sauvage. C'est une incompréhension que j'ai à l'égard de l'œuvre de Lévi-Strauss, n'est-ce pas? Et même si je ne l'ai pas comprise, n'est-ce pas? En tout cas, il y a... Et alors l'Europe, pour moi, est
accessible à tout humain, je dois vous dire qu'en regardant à la télévision les images des événements de Chine récents, j'ai eu surtout l'impression que c'est très européen. C'est vous aussi. La manière dont ils ont appris à faire la révolution, n'est-ce pas? Non seulement par le matériel déployé, mais par tout le rythme, n'est-ce pas? Ils avaient fait beaucoup de progrès. C'était comme chez nous, n'est-ce pas? Et je pense que, pas uniquement sous cette forme extérieure, mais pourtant c'est très profond. Il y a une grande modification quand on pense à ce que devait être leur genre de vie, traditionnel, n'est-ce pas? Les règles classiques de la vie chinoise, si vieilles, si millénaires aussi, n'est-ce pas? Et avec les mouvements qu'on a vu là, n'est-ce pas? C'est véritablement... Alors, c'est véritablement européen, n'est-ce pas? On me dira que... Je ne sais pas, il y a tous ces étudiants aussi, ils ont fait toutes les sciences, probablement, n'est-ce pas? Ils n'étaient pas tous spécialistes de la pensée de Confucius, n'est-ce pas? Et encore, la pensée de Confucius, dans leurs universités, ils l'apprennent exactement comme nous maintenant. Et à l'université, il faut certainement faire un discours où il y a une introduction, où on explique le thème, et en des phrases, dans les informations, qui ne cachent pas la négation que ces phrases comportent. Et la manière dont il faut rattraper ce qu'il y a d'insuffisant dans la phrase qu'on a prononcée. Je pense que c'est exactement, c'est ça que je dis dans ce sens, je dis qu'on parle grec partout. Ça c'est comme chez nous, il y a. Par conséquent, alors, ces formes de la vie traditionnelle, que sont les formes de la pensée sauvage, il y a aussi en Europe beaucoup de souvenirs d'autrefois. Ils ne sont pas tous. Et la société européenne, à travers toutes les tribus germaniques qui l'ont emplie, n'est-ce pas, a conservé certainement beaucoup de traces de ce qu'on appelle la pensée sauvage, n'est-ce pas, la pensée. Et par conséquent, c'est pour ne pas revenir à ces pensées que j'estime que l'Europe a une signification permanente dans ses aboutissements universels, dans sa manière d'écrire, dans sa manière de faire la recherche, dans sa manière de parler, dans sa manière d'organiser la société. Mais toutes ces choses-là, on peut les respecter comme passé, on peut les respecter la poésie, on peut en tirer, si vous voulez, des principes d'anthropologique universels, mais pas en prenant à la lettre leur aboutissement, leur pensée sauvage, n'est-ce pas? Et ce que j'appelle musée, n'est-ce pas, invention d'Europe. Invention d'Europe. Je ne sais pas si dans la civilisation, il y a des musées, n'est-ce pas, où il y a toutes ces choses-là sont présentées, on peut y voir, on peut les admirer, on peut écrire là-dessus, mais ce n'est pas du tout là la leçon du renouvellement de la vie. C'est Clésio, c'est un écrivain comme ça, n'est-ce pas? J'ai vu un jour à l'apostrophe, n'est-ce pas, qui a trouvé en Amérique dans les pensées hindoues, je ne veux pas parler avec négligence de cela, avec mépris de cela, n'est-ce pas? La pensée aztèque. Hein? La civilisation aztèque. Aztèque, n'est-ce pas? Sur aztèque, les civilisations passées, n'est-ce pas? Et voilà dans quel sens la pensée sauvage ne me dit rien. Et vous ne craignez pas vous n'avez pas craint à cette époque le reproche d'européocentrisme? Non. Il y a par contre, c'est pas, la contestation même, ça j'ai toujours dit, c'est un argument facile, n'est-ce pas, que la découverte de la pensée sauvage, la découverte européenne, n'est-ce pas, c'est dans la fleur de l'université française, n'est-ce pas, que cette réflexion surgit, n'est-ce pas, que l'analyse de ces pensées s'est faite, n'est-ce pas, tout ça, mais ce n'est jamais une source de renouvellement, n'est-ce pas? Chez Clésio, c'est une source de renouvellement. Il s'appelle Clésio. Le Clésio. Le Clésio, je n'ai jamais lu, n'est-ce pas? Il a raconté ça avec émotion, n'est-ce pas, respectable, n'est-ce pas, comme un vieil souvenir. Voilà.
Ça, c'est pas des cartes, vous comprenez. Donc la pensée sauvage au musée. Oui, La pensée oui, sauvage. oui, on fait ça, oui. Il faut pas. C'est moi qui le dis. Il faut ajouter tout de suite que. Avec respect. Avec un plus grand respect pour cette pensée sauvage et avec une admiration, pas sans chaleur, mais avec une admiration pour celui qui l'a découvert. C'est un homme très froid d'ailleurs, n'est-ce pas? Il n'a pas besoin de chaleur. Quand vous dites l'Europe, d'ailleurs, c'est une catégorie géographique ou une catégorie métaphysique? Occidentale, c'est occidental, c'est occidental. Mais c'est une catégorie de l'être ou une catégorie du monde? C'est une de l'univers, de l'humanité. C'est pas une catégorie pas géographique, ce n'est pas délimité par l'océan Atlantique. Ça a commencé probablement autour de la Méditerranée. C'est pas ce problème, je pense que c'est autour de la Méditerranée. Je parle comme quelqu'un quelqu'un qui est implanté dans le paysage niçois. C'est ce que c'est, ça. Je pense en effet autour de la Méditerranée, mais c'est d'ailleurs là aussi la proximité. Les grandes religions monothéistes, c'est aussi là, n'est-ce pas? C'est l'islam, le christianisme et le judaïsme, n'est-ce pas? Et par conséquent, tous ceux qui ont les afflux asiatiques, n'est-ce pas, sont mêlés là-dessus. Et puis alors il y a cette expansion à travers les techniques, n'est-ce pas? Bien entendu, à travers les sciences exactes, probablement, n'est-ce pas? Mais leur pouvoir est très, très grand et l'accès aux idées morales de l'Europe, c'est-à-dire au lycée biblique, n'est-ce pas? Judéo-chrétienne. Et c'est très simple, le fait que je ne sais pas ce que dit Confucius, n'est-ce pas, le fait qu'il faut s'occuper du prochain, que la proximité humaine est une chose essentielle, et qu'il faut aimer l'étranger, tout ça est écrit dans la Bible, n'est-ce pas? Ça me semble, c'est sous la forme. C'est penser la Bible la forme la plus pure, la plus claire, et que toute la culture européenne, parce que je pense beaucoup à la culture européenne, c'est-à-dire à la littérature en particulier, finalement, ressasse des histoires bibliques. Et des histoires grecques. Hein? Et des histoires grecques. Pour vous, l'Europe, c'est Athènes et Jérusalem. Sans choisir. Vous n'avez jamais senti le besoin de choisir ou de privilégier l'une des deux? En aucune façon, n'est pas renier la Grèce. N'est pas renier la Grèce. La Grèce, je veux dire, pas les présocratiques spécialement, c'est le fait, c'est si vous voulez, le rationalisme grec, le concept grec, la phrase grecque, n'est-ce pas? La phrase grecque construite d'une certaine manière, et la logique grecque. Malgré l'expérience terrible du nazisme, vous n'avez jamais désespéré de la raison occidentale, contrairement à d'autres philosophies qui ont fonctionné sur une raison inquiète. Vous n'avez jamais désespéré de la raison, y compris dans vos... C'était un très grand choc, n'est-ce pas, que dans l'Europe judéo-chrétienne, donc chrétienne, Auschwitz, ça a été possible, n'est-ce pas? Mais il s'est réclamé, il s'est réclamé évidemment d'une sagesse qui n'est pas judéo-chrétienne, mais que les judéo-chrétiens n'étaient pas assez judéo-chrétiens pour s'y opposer. Ça m'a toujours frappé. Je dis de manière tout à fait stupide, tous les bourreaux d'Auschwitz ont fait leur catéchisme. Non? Et pour s'y opposer, il fallait être plus judéo-chrétien encore, c'est ce que vous dites. C'est un défaut de judéo-christianisme qui a permis... C'est une Europe mal baptisée. Il n'était pas assez juif. L'Europe n'était pas assez juive. Pas assez judéo-chrétienne, on peut dire. Judéo-chrétienne, oui, ça c'est la discussion, je vous ai raconté ça. Je dis toujours que pour casque la chose terrible du christianisme, c'est que le christianisme n'a pas organisé l'histoire du monde comme l'Évangile le promettait. C'est ça la grande chose, n'est-ce pas? Les Juifs n'ont jamais dit que c'est fait. Ils disaient qu'il faut le Messie.
Et je dis si vous voulez, que la réfutation, pas la réfutation, la difficulté du christianisme, c'est le fait que c'est l'histoire, qui était une histoire de larmes et de sang. N'est-ce pas? Et alors, j'ai dit, ouais, par exemple, je vous racontais ça hier. Je dis, par exemple, moi j'arrive à la lecture de l'Évangile, quand j'arrive au chapitre 25 de Matthieu, je vous ai raconté ça hier, n'est-ce pas? Où le Christ chasse ceux qui viennent l'honorer parce qu'ils l'ont un jour chassé, lui. Il dit, quand avons-nous chassé? Alors il dit, mais quand vous avez chassé les pauvres. Hein? Et alors j'ai dit toujours aux interlocuteurs, n'est-ce pas? Ça c'est la messe. Vous comprenez? Et le Christ était dans le pauvre, ça c'est la transubstantiation. Ça c'est la transubstantiation que j'admets. Et je me permets toujours d'y ajouter beaucoup plus que dans le vin et dans le pain. Et l'État dans tout ça? Oui. Écoutez, nous ne sommes pas deux. Moi et celui dont je suis responsable. Il y a toujours au moins un tiers. Il y a un quart, il y a un cinquième. Hein? Et chacun d'entre eux est mon prochain. Chacun est l'autre. Par conséquent, de cette situation où je me trouvais tout à l'heure, où j'étais, si vous voulez, constitué par mon élection, et l'autre unique par sa responsabilité, où il est unique, aucun d'entre nous n'était... chacun d'entre nous était unique dans son genre. Il n'y avait pas de genre humain. Hein? Chacun était... L'individu n'est pas l'unique. L'individu est individu dans un genre. Nous étions uniques. Mais à côté de moi, il y a le tiers. Je suis aussi dans la même relation avec lui. Et par conséquent, je suis responsable de lui. Mais si je suis responsable de lui, est-ce que je continue à assumer toute ma responsabilité à l'égard du premier? Et si je suis avec le premier, est-ce que j'assume ma responsabilité à l'égard du tiers? Et c'est là que les incomparables doivent être comparés et être pris dans ce genre. Et par conséquent, ça je dis toujours, à côté de cette unicité, qui est peut-être l'enseignement de la Bible, n'est-ce pas? Et du monde judéo-chrétien, ça je dirais, n'est-ce pas? Ça c'est l'Europe vit de ça, n'est-ce pas? C'est la Bible, n'est-ce pas? Et il y a par conséquent, apparaît toute la sagesse grecque, comme je dis, n'est-ce pas? Du genre et de l'espèce, et tout ce qu'elle dit sur l'État. Et tout, c'est pas l'État automatiquement. Il faut qu'entre ces êtres qui sont chacun uniques dans ce genre, n'est-ce pas, il y ait comparaison, qu'il y ait jugement, qu'il y ait institution pour juger, qu'il y ait État pour soutenir cette institution. Et que par conséquent, quand il parle de renonce encore à rien, c'est au nom de ma responsabilité pour autrui que je suis obligé de m'occuper du genre humain et comparer dans l'État les hommes entre eux. Il y a donc l'État est là, qui par conséquent est exigé par l'unicité de mon prochain, et où cette unicité est méconnue dans la comparaison, dans le genre. Et c'est là que se pose, c'est très important, je dis, parce que c'est absolument anti-Hobbes, n'est-ce pas? Chez Hobbes, n'est-ce pas, on commence par être loup pour l'homme, n'est-ce pas? Et c'est en limitant un peu ce caractère de loup qu'on crée un État. Ici, au contraire, c'est en limitant
la miséricorde. Hein? Parce que cette bonté, on peut l'appeler miséricorde, on peut l'appeler charité. Elle a même un bon nom hébreu. Disons pas de ça. Chesed. Et vous couperez ça, n'est-ce pas? Et, il y a dans la liturgie juive l'expression « Tu nous as donné l'amour de Chesed ». Chesed signifie ici amour, amour de l'amour, ce que signifie amour désintéressé. Hein? Et un amour gratuit. Ça m'a tellement plu un jour dans le texte liturgique que je dis ça doit être d'origine biblique. Et je cherche ma concordance, c'est un texte qui existe dans Michée 6, 8, n'est-ce pas? Il y a cette expression amour de l'amour. Alors je dis, ici au contraire, cet amour est limité parce qu'il y a le tiers. Et par conséquent, il y a dans la création de l'État, non pas l'arbitraire d'une masse qui est là, mais au contraire, cette organisation elle-même est dictée par cette charité. Mais à partir de ce moment-là, dans le jugement, il y a le tribunal, il y a les concepts, les lois, tout ça intervient, et cette relation exceptionnelle est détruite. Sauf si les lois peuvent toujours être révisées. N'est-ce pas? Comme sauf s'il y a une progressive, infinie peut-être, approximation de cette initiale bonté. Et ça, c'est la démocratie. Et ça, c'est la démocratie. Parce que l'essentiel de la démocratie, si vous voulez, c'est le fait que la loi n'est pas définitive, que la loi est révisible. Révisible, n'est-ce pas? Hein? Révisible. Il faut faire. Et alors, il y a encore autre chose dans la démocratie. Il y a la liberté de l'expression. C'est tout à fait naïf, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'une fois que la loi a parlé, sauf si on a exécuté le coupable, n'est-ce pas? Et par conséquent, la suppression de la peine de mort est une chose capitale, n'est-ce pas? Il y a, non pas possibilité de revenir, il y a l'opinion qui peut se tourner vers le condamné. Ça? Et puis, il y a une presse qui peut soutenir le condamné. Ça? Il y a tout ce côté de ce qui est permis de faire après le verdict, n'est-ce pas? Ou réparer si vous voulez, la limitation de la loi elle-même, n'est-ce pas? De cette considération indispensable, n'est-ce pas, du concept, du genre humain, pour revenir de nouveau à cette unité de chacun, qui n'est pas une unité dans un genre, où chacun est son genre. N'est-ce pas? Voilà comment. C'est un peu gros comme. La démocratie, autrement dit, c'est le fait de ne pas croire à une solution définitive. Et par conséquent, alors le danger, c'est quand ce système de la démocratie, ou de la justice, parce que c'est le système de la justice, n'est-ce pas, pense qu'il est définitif, qu'il est déductible, n'est-ce pas, et que par conséquent, la démocratie n'a plus besoin d'être, si vous voulez, il ne peut rien revoir. Il faut seulement déduire. Ça, c'est le stalinisme. Il y a par conséquent, dans la démocratie, il y a permanent danger du stalinisme, n'est-ce pas, où, si vous voulez, où l'ordre des lois, arrivé à un certain moment, semble être le définitif dont il n'y a qu'à tirer les conséquences. Si vous voulez, c'est là où, dans la bonté, pénètre l'idéologie. C'est ça le moment idéologique, proprement dit. C'est vraiment ça l'idéologie. Quand on passe de l'approximation à la déduction. Déduction. Pas quand on substitue à l'exigence d'approximation l'autorisation de déduire. Il y a des inventions possibles dans l'amour, comme on dit d'autrui. Ça, c'est pas une fois pour toutes, c'est pas fixé dans les règles, n'est-ce pas, dans des lois. Vous avez connu les années 20, où tous les intellectuels étaient en train de se convertir au marxisme, les années 30, où ils étaient derrière le Parti communiste, les années 50, où ils étaient staliniens, les années 60, où ils étaient maoïstes. Quand vous voyez aujourd'hui toute l'intelligentsia, qui en gros
se retrouve dans ces considérations. À peu près tout le monde aujourd'hui serait prêt à admettre cette exigence démocratique, ce souci de l'invention démocratique permanente. Ça vous fait un plaisir infini? Vous avez l'impression d'avoir gagné? Gagné, enfin, je n'ai pas. Ce sont des choses que je n'ai jamais défendues par écrit. C'est une réflexion sur l'État depuis la découverte de cette unicité, n'est-ce pas? Mais c'est certainement ça qui me semble. Que la démocratie peut maintenant se dire, se parler la tête haute, n'est-ce pas? Que ce n'est pas l'insuffisance de la pensée, que ce n'est pas du tout simplement comment dirais-je, un retard dans le développement, n'est-ce pas? Ça, c'est absolument important. Et que ça servait en Russie maintenant. Quand j'ai vu Gorbatchev, n'est-ce pas, tenir compte de la grève, enfin, avoir affaire à une grève de plusieurs centaines de milliers d'ouvriers, n'est-ce pas? Je me demandais que de penser Georges Marchais. Georges Marchais, n'est-ce pas? Je me dis, qu'est-ce qu'il a pensé? Je ne sais plus à quel sens se vouait. Mais cet élément déductible, n'est-ce pas? Cette rigoureuse intelligibilité, n'est-ce pas? Idéologie, c'est idéologie. On comprend pourquoi l'idéologie. Voilà. Ça me semblait important, n'est-ce pas? Alors par exemple, toute cette insistance sur les droits de l'homme qu'on voit aujourd'hui depuis une dizaine d'années, ça aussi, ça vous... Ça, c'est le droit de l'homme, n'est-ce pas? Vous savez que... J'ai écrit sur le droit de l'homme en citant Descartes, n'est-ce pas? Vous savez que dans le traité de passion de Descartes, tout à fait au début, il parle de la générosité, n'est-ce pas? Il décrit la générosité comme étant ce qu'il y a de plus haut, où chacun s'occupe de l'autre au détriment de son droit. Quelque chose comme ça. N'est-ce pas? Et je dis que c'est ça le bien. C'est ça. Enfin, il dit que c'est vraiment le suprême bien. Et je dis, c'est ça le droit de l'homme comme le droit de l'autre. Autrement dit, les droits de l'homme, c'est le droit de l'autre. C'est-à-dire, je suis responsable du droit de l'homme, n'est-ce pas, d'emblée, et qu'il y ait une obligation d'assurer ses droits en fonction des droits d'autrui, n'est-ce pas, et qu'il faut pour cela un État et un jugement, n'est-ce pas? C'est absolument évident, mais je dois penser que la défense des droits de l'homme n'est pas une fonction, si on parle d'organisation, c'est une fonction indépendante. C'est celle qui rappelle, et si vous voulez, ça, c'est le moment prophétique de l'État. Prophétique, pas de l'État, dans la notion de l'État. L'État comporte gouvernement et prophète. Le prophète, il porte la même barbe, n'est-ce pas, autrefois. Mais après, c'est dans l'opinion, il y a des gens qui crient le droit, n'est-ce pas? Qui crient là où pourtant tout fonctionne normalement, où toutes les institutions sont satisfaites, où toutes les formes sont respectées, n'est-ce pas? Et c'est là que, et par exemple, tout à l'heure quand je vous disais ce que la démocratie est aussi une société où on entend les cris prophétiques. Tous ces mouvements de médecins du monde, Médecins sans frontières, SOS Racisme, tous ces mouvements de société civile qui prétendent exercer cette deuxième fonction, cette fonction prophétique. Je pense que c'est ça, la fonction prophétique. Qu'est-ce que vous pensez de ces mouvements? Écoutez, je ne sais pas, je reçois beaucoup de bien, mais le mouvement prophétique n'est pas une institution, vous comprenez? Ce serait contradictoire dans les termes, n'est-ce pas? C'est les cris de conscience, n'est-ce pas? Je trouve que c'est une chose... Je ne vais pas faire de compliments, c'était en tout cas, c'est le signe d'une société qui est vivante, n'est-ce pas? SOS Racisme, oui. Je ne peux rien dire d'autre.
Le mot prophétique, c'est un peu une catégorie pour cela. Je trouve, et c'est ça, la démocratie exige ça. Et est-ce que les intellectuels exercent cette fonction? Parfois, jamais, souvent, pas assez souvent? Oui, pas assez souvent, mais enfin, écoutez, il ne faut pas non plus que ça s'institutionnalise, n'est-ce pas? Qu'il y a des spécialistes que ça devient professionnel, n'est-ce pas? Tout ça, et c'est souvent, ce cri ne vient pas du tout de l'endroit où on l'attendait, n'est-ce pas? C'est pas du tout... vous ne pouvez pas dicter aux intellectuels de faire ça, n'est-ce pas? Ah, vous avez écrit sur les intellectuels, ben c'est à peu près ça, n'est-ce pas? Et surtout, des gens, et ce qui est aussi haïssable, c'est des gens qui pensent que c'est leur profession, n'est-ce pas? Mais que la société est vivante quand cela... c'est peut-être sous une forme de prophétisme intellectuel, mais il n'est pas l'unique, n'est-ce pas?